Vous n'imaginez même pas combien de bouteilles de sauce hoisin se remplissent chaque minute. C'est l'un des condiments les plus populaires au monde. Et pourtant, très peu de gens savent comment on le fabrique à grande échelle. À première vue, le procédé a l'air simple. Mais en vérité, chaque bouteille représente des mois de fermentation, une science minutieuse, et des milliers d'heures de production. Comment de simples graines de soja se métamorphosent-elles en cette sauce épaisse et parfumée dont on ne saurait se passer dans la cuisine asiatique? Allez, on pénètre dans l'usine. La sauce hoisin, c'est une véritable légende de la gastronomie asiatique. On la surnomme souvent la sauce barbecue chinoise pour son goût sucré épicé et sa consistance caramélisée. Imagine une canard laqué pékinois sans ce fameux hoisin. C'est presque sacrilège. On l'ajoute dans les marinades, on s'en sert comme dip pour les rouleaux de printemps. Et on le mélange même avec de la mayonnaise pour créer des sauces à burger totalement originales. Le hoisin a plus de 400 ans d'histoire. Ses origines remontent à la Chine, où il était d'abord utilisé comme sauce pour les fruits de mer, d'où son nom huasin, qui signifie littéralement « frais de la mer ». Petite ironie, il n'y a pas la moindre trace de fruits de mer dans la recette. À la place, on trouve des graines de soja fermentées, des épices, de l'ail et juste ce qu'il faut de sucre. Au fil du temps, le hoisin s'est invité dans la viande, les légumes et même les nouilles, devenant un incontournable des cuisines chinoises, vietnamiennes et thaïlandaises. Mais le plus fou, c'est qu'en dépit de son succès mondial, rares sont ceux qui savent vraiment comment ce hoisin est produit en quantité industrielle. Les recettes maison, c'est une chose, mais la production en usine a ses secrets. Allons voir ça de plus près. Alors, c'est parti. Direction l'usine pour retracer le parcours du hoisin, depuis les ingrédients bruts jusqu'à la bouteille finale. Sur le papier, le procédé paraît simple, mais chaque étape est le fruit de dizaines d'années d'innovation technologique et d'un contrôle qualité ultra strict. Le premier geste? Une sélection rigoureuse des matières premières. Les graines de soja fermentées, qui donnent au hoisin son caractère, passent un contrôle qualité dès leur arrivée. Si la couleur, l'odeur ou l'humidité ne conviennent pas, hop, retour à l'expéditeur. On y ajoute ensuite du sucre, du vinaigre, de l'ail, du piment chili, de l'huile de sésame et d'autres épices. Les proportions varient selon les fabricants, mais la formule de base reste la même. Le hoisin doit être épais, foncé et subtilement sucré épicé. C'est ici que commence le grand chapitre de la fermentation. Les graines de soja, déjà fermentées, subissent une nouvelle maturation, durant laquelle des micro-organismes naturels décomposent protéines et amidons, créant ainsi cette profondeur de goût, umami, si caractéristique. Dans les usines, on contrôle la température, l'humidité et même le taux d'oxygène dans l'air. La durée de ce repos varie, mais se situe en moyenne entre 3 et 6 mois. C'est précisément ce temps de maturation qui confère au hoisin sa profondeur si spéciale. Et pourquoi aussi vite? Parce qu'on utilise aujourd'hui des techniques modernes, dans des cuves en inox sous atmosphère contrôlée. On y maintient la température, l'humidité et la teneur en oxygène idéale, ce qui accélère la fermentation sans compromettre la qualité. Dans ces cuves, l'air circule en continu et l'hygrométrie avoisine 80% des conditions parfaites pour que bactéries et enzymes fassent leur boulot. En même temps, l'environnement contrôlé protège des micro-organismes indésirables qui pourraient altérer le goût. Sur certains sites, on ajoute même des inoculants, autrement dit, des cultures de bactéries ou de moisissures utiles, un peu comme pour la sauce soja ou le miso. Afin de booster la fermentation,
et de stabiliser la saveur. Ce stade est critique. Si la fermentation se passe mal, même les meilleures épices ne sauveront pas le produit final. En général, le déplacement des graines de soja et autres ingrédients au sein de l'usine est ultra automatisé, avec un objectif: optimiser la production et limiter les interventions humaines. Des convoyeurs à bande ou à bac, pilotés par des systèmes automatiques, assurent un transfert rapide et précis d'une cuve à l'autre. Souvent, on utilise des conteneurs métalliques ou plastiques faciles à nettoyer, essentiels pour maintenir une hygiène irréprochable. Bien que la fermentation des graines de soja se déroule dans de grandes cuves, le mélange final des ingrédients s'effectue dans d'autres réservoirs industriels de grande capacité. Souvent ronds ou ovales, ces chaffing tanks, ou cuves de mélange, sont dotés de pales ou de bras mécaniques pour homogénéiser la préparation. Cette étape permet non seulement de combiner tous les ingrédients, mais aussi de les chauffer à une certaine température pour favoriser leur interaction. Dans ces cuves, on incorpore non seulement le soja, mais aussi les autres ingrédients: ail, sucre, vinaigre, épices, ainsi que de l'amidon de maïs ou du sirop de glucose pour la consistance. D'abord, on ajoute les composants liquides: vinaigre, sauce soja, eau. Ensuite, les épices sèches: ail, piment chili, cannelle, poivre du Sichuan. Le tout cuit à environ 85 degrés. Histoire d'épaissir la sauce et d'obtenir cette couleur sombre caractéristique. Fait amusant, à ce stade, la texture est encore assez liquide, pas vraiment la consistance finale. D'où l'importance de l'étape suivante. Après la cuisson, la sauce passe à travers des filtres spéciaux qui éliminent les grumeaux et les plus gros fragments d'épices. Et comment obtenir cette texture onctueuse et caramélisée qu'on adore? Le secret réside dans les épaississants. En production industrielle, on utilise souvent de l'amidon ou des fibres végétales modifiées pour un résultat parfaitement lisse. C'est également le moment de contrôler la couleur. Trop clair? On ajoute du sucre caramélisé. Trop foncé? On réduira le temps de cuisson pour les lots suivants. Pour que la sauce se conserve, on la pasteurise en la chauffant brièvement à environ 90 ou 95 degrés. Ça élimine les microbes sans altérer la saveur. Ensuite, direction la chaîne de conditionnement. On peut remplir jusqu'à 500 bouteilles à la minute. Généralement, on utilise des bouteilles plastiques ou des bocaux en verre, selon les normes de conservation ou les préférences de chaque marque. Des machines de dosage ultra précises remplissent chaque contenant pile comme il faut, ni trop ni trop peu. Une fois les bouteilles ou bocaux remplis, on les scelle hermétiquement. Bouchon avec opercule en aluminium pour le plastique, couvercle métallique avec joint pour le verre. Puis, on étiquette ou on imprime directement sur le packaging pour donner à la sauce son look de marque et la rendre bien identifiable dans les rayons. Enfin, ces emballages hermétiques subissent un contrôle final. Vérification de la sécurité, de l'étiquetage, de l'étanchéité, avant de filer vers les entrepôts, et de là vers les magasins du monde entier. Et voilà comment de simples graines de soja deviennent cette célèbre sauce Wazin, si incontournable dans nos plats asiatiques. Incroyable, pas vrai? Imagine un peu, plus de 95 milliards de dollars, rien qu'en Asie. C'est la valeur ahurissante du marché dédié aux pigeons élevés pour leur viande. Chaque minute, partout dans le monde, des milliers de ces oiseaux sont élevés, vendus et transformés. Et les plus grosses fermes,
livrent jusqu'à 3000 volatiles tous les 4 jours. Comment ont-ils pu passer du simple symbole urbain à une véritable manne financière? Comment sont-ils nourris, sélectionnés et préparés pour répondre à la demande? Aujourd'hui, on dévoile tous les secrets de l'élevage industriel des pigeons, depuis le premier œuf jusqu'au produit final dans nos assiettes. Et crois-moi, tu vas être surpris. En ce moment, c'est un véritable festival de plumes. On recense plus de 500 espèces de pigeons sauvages et plus de 175 races domestiques qui vivent aux côtés des humains. Leur population est présente sur tous les continents, des zones tropicales brûlantes jusqu'aux régions tempérées. Grâce à cette diversité, on les apprécie depuis toujours pour leur intelligence et leurs incroyables atouts, transformant les pigeons en une source d'opportunités précieuses. La plupart sont élevés pour le sport ou pour leur viande. Élever des pigeons pour la revente, c'est un peu comme planter un arbre enchanté. Au début, tu n'as pas besoin d'un gros investissement, mais les rendements peuvent être très généreux. Résultat, de nombreux gens à travers le monde se lancent dans cette activité et en font un véritable revenu. Dans la vaste région Asie-Pacifique, le secteur de l'élevage de pigeons à viande a même atteint la barre colossale de 95 milliards de dollars en 2023. Là-bas, le commerce du pigeon ne se contente pas d'améliorer le niveau de vie des familles. Il contribue aussi au développement durable de l'agriculture. Pour obtenir un cheptel de pigeons de qualité, les éleveurs sélectionnent méticuleusement mâles et femelles, comme s'ils repéraient des étoiles filantes. Aucune imperfection, un plumage lisse et brillant, et pas la moindre trace de maladie. Il leur faut une forme optimale, un regard vif et la capacité de pondre de nombreux œufs, avec une reproduction efficace. Les pigeons d'origine gauloise sont très prisés. Ils grandissent à la vitesse de l'éclair, sont super fertiles et s'adaptent sans problème aux climats orientaux, comme s'ils changèrent de tenue d'un coup de baguette magique. Du coup, la plupart des éleveurs privilégient un élevage en intérieur, plus simple pour le suivi quotidien, les soins et la prévention des maladies. En général, on construit de hauts pigeonniers bien ventilés, en laissant environ 1 mètre à 1,20 m de distance entre les casiers, comme s'il s'agissait de petites tours de repos pour nos compagnons ailés. On y installe un éclairage et des ventilateurs pour assurer une bonne aération et la luminosité nécessaire. Chaque couple reproducteur bénéficie de son propre box, une sorte de lune de miel dans un petit nid douillet. À l'intérieur, on place des mangeoires, des abreuvoirs et de confortables nichoirs. Les casiers sont souvent empilés, façon mini-ville, pour économiser de la place tout en laissant circuler l'air. L'espace entre chaque rangée fait habituellement de 5 à 10 cm. Le secret d'un bon élevage de pigeons réside dans la qualité de leur alimentation. Chaque jour, les fermiers préparent un mélange spécial de graines, maïs, haricots mango, etc., pour leur concocter un festin nutritif. Chaque ingrédient est pesé avec précision, puis passé au mélangeur. Ensuite, les éleveurs transportent cette préparation jusqu'au pigeonnier
et la versent dans les mangeoires, avec le plus grand soin. Lorsqu'ils se déplacent dans les allées, ils poussent un chariot, comme s'ils transportaient dans leur propre fortune, et distribuent le grain à chaque arrêt, laissant aux oiseaux le temps de picorer tranquillement. Les pigeons se ruent alors autour des mangeoires, un peu comme des fans en délire autour de leur idole. Cette organisation bien rodée assure à la volée une alimentation régulière et un bon état de santé. Pour que les pigeons soient heureux, rien de mieux qu'un environnement propre et frais, le nettoyage des pigeonniers est donc crucial. Pendant les mois les plus chauds, les éleveurs transforment les bâtiments en véritables palais de la propreté, en récurant tous les recoins au quotidien. En hiver, le rythme ralentit un peu, histoire de souffler. Mais maintenir la propreté reste indispensable pour protéger les oisillons, dont le système immunitaire est encore fragile, surtout durant leur croissance rapide. Un nettoyage régulier et un espace bien entretenu jouent le rôle d'une douche salvatrice pour ces oiseaux, leur permettant de rester robustes et en pleine forme. Les pigeons atteignent leur maturité sexuelle vers 4 ou 5 mois. À ce stade, les femelles commencent à pondre, comme si elles déposèrent de précieuses perles dans le nid. Cela dit, la ponte est modeste, généralement 1 ou 2 œufs par couvée, un peu comme un petit encas. Sur les grandes exploitations, même ces petites quantités se multiplient vite par milliers chaque jour. Une sorte de chasse au trésor où chaque œuf est un joyau rare. À cause de cette production limitée, les œufs de pigeons valent très cher, parfois 10 fois plus que ceux de poules. Et ils sont surtout destinés à l'incubation. D'ordinaire, un élevage peut compter 8 à 9 cycles de reproduction par an, un véritable balai ininterrompu de soins et d'attention. Les oisillons vueden aussi voir le jour après environ 17 ou 18 jours d'incubation, bien au chaud, comme si la nature savait pile quand faire éclore une nouvelle vie. Au moment de la récolte, les éleveurs les manipulent avec précaution, comme de petits trésors fragiles, pour éviter tout dommage. Grâce au savoir-faire d'un personnel qualifié, les fermes parviennent à élever des pigeons d'excellente qualité, répondant aux exigences du marché. Les tout petits sont placés dans une sorte de pouponnière, où on les installe dans des nids avec un couple de parents adoptifs. Une mini-famille de plumes qui leur offre un refuge douillet. Avec ces parents de substitution, les petits se sentent comme des poissons dans l'eau et grandissent dans une ambiance sereine. Les femelles nourrissent leurs petits avec une substance spéciale, le fameux lait de jabot, un peu comme un repas maison servi directement à la source. Peu à peu, on leur fait découvrir d'autres aliments, un peu comme s'ils se faisaient de nouveaux copains, pleins d'histoires à raconter. D'habitude, les pigeonneaux atteignent leur maturité vers le 26e jour. 2 ou 3 semaines après l'éclosion, ils commencent à faire leur premier vol, et au 4e ou 5e semaine, ils sont assez costauds pour vivre en autonomie, se mêler aux autres, ou même former un couple. On les récupère généralement vers 2 mois. Les fermiers les vendent souvent à des grossistes ou à des restos spécialisés dans la viande de pigeons. La Chine est l'un des plus gros producteurs mondiaux. Environ 9 millions de pigeons y sont élevés. Beaucoup de grandes fermes se trouvent à Canton, Shenzhen ou Henan et fonctionnent comme une horloge, livrant des jeunes pigeons tous les 4 jours pour optimiser leur récolte. Lors de chaque expédition,
quelques 3000 oiseaux sont mis en vente, avec un tri sévère pour répondre aux standards du marché. La transformation de la viande de pigeon est très semblable à celle des autres volailles, comme le poulet ou le canard. Des lignes de production modernes s'occupent de tout: saignée, plumaison, éviscération et lavage. En général, les pigeons sont livrés entiers, prêts à être cuisinés. Cette viande est très appréciée dans plusieurs pays, surtout quand il s'agit de pigeons jeunes, considérés comme de vrais concentrés de protéines, bourrés de vitamines et de minéraux. Le pigeon rôti est un plat traditionnel dans bien des régions. Sa peau devient joliment dorée et croustillante, comme si elle sortait d'un institut de beauté. Et c'est un vrai délice pour les amateurs de bonnes choses. En Floride, sous le soleil, on considère les pigeons comme de petites pierres précieuses grâce à leur plumage coloré. Ils fascinent les curieux et ajoutent une touche vibrante à l'ambiance locale. Les spécialistes de l'élevage portent une grande attention au dressage pour que ces volatiles puissent parcourir de longues distances et toujours retrouver leur point de départ. On les compare parfois à de véritables avions à plumes. Les conditions de vie varient selon les objectifs. Pour les pigeons destinés aux compétitions, il leur faut davantage d'espace, un peu comme des sportifs dans leur stade. Vers 1 mois et demi, quand leur plumage est bien formé, les jeunes commencent leur entraînement. Dans certains pays comme les Pays-Bas, l'Angleterre ou les États-Unis, on élève aussi des pigeons pour la compétition. Et cet engouement dépasse parfois l'aspect culinaire. Les clubs colombophiles organisent des courses sur plusieurs centaines de kilomètres, transformant cette pratique en un sport palpitant qui réunit tout le monde. On lâche alors les pigeons entraînés et on guette celui qui rentrera le plus vite à la maison, après des trajets pouvant aller de 160 à 300 km. Parfois, les prix atteignent le million de dollars. Et l'excitation est à son comble dans l'attente du retour des pigeons. Pour satisfaire les adeptes de ce sport, les éleveurs cherchent à obtenir des pigeons charpentés et rapides, idéaux pour des missions de messagerie ou des courses. Les passionnés sont prêts à débourser des sommes folles pour ces spécimens d'élite, faisant de leurs propriétaires de véritables magnats, fiers de régner sur un royaume tout en plumes.